Bien, bonjour Elisabeth Lévy, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes une ancienne élève de cette école, vous êtes journaliste, vous êtes rédactrice en chef du mensuel Causeur, à ne pas confondre avec le magazine Causette. Ni avec Closer d'ailleurs. Ni avec Closer. Avec 100 femmes, dont Catherine Deneuve, vous avez signé début janvier une tribune dans Le Monde dans laquelle vous défendez, on l'a vu juste à l'instant, une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle, écrivez-vous, et vous critiquez un certain féminisme qui prendrait la forme, je cite, de la haine des hommes. Sur un autre sujet, aujourd'hui dans Le Figaro, vous signez une autre tribune avec 100 personnalités, dont Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Bernard Kouchner, contre le séparatisme islamiste, je cite. On vous propose une autre tribune ce soir devant les étudiants de Sciences Po. Vous souhaitez interpeller la secrétaire d'État. Vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je suis très contente de débattre avec Marlène Schiappa. Ce n'est pas tout à fait la première fois, puisqu'elle a répondu à nos questions pour Causeur. Et je vais vous dire, Marlène Schiappa, il y a un ami qui m'a... Je ne vais pas le balancer, qui m'a envoyé un SMS parce que je lui ai dit que je débattais avec vous. Et il m'a envoyé ce SMS, pardonnez-moi. Roule-lui une pelle pour moi, je l'adore, elle est magnifique. Alors, je ne vais pas le balancer. Et je ne vais pas vous rouler une pelle, mais je vais en tous les cas être bienveillante. Mais je fais partie des gens qui sont là, au-delà de la blague, j'aime beaucoup rire, mais ça ne me fait pas seulement rire. Je fais partie des gens qui sont inquiets et qui pensent que dans ce qu'on appelle la révolution, si vous voulez, balance ton porc, MeToo, etc., et que j'appelle, disons plus généralement, le néo-féminisme, qui voit de grands dangers et probablement plus de dangers que de bienfaits. Voilà. Et c'est de cela que je voudrais vous... Alors, quels sont ces dangers ? Alors, le premier, si vous voulez, mais qui n'est pas spécifique à ce mouvement, mais qui me frappe et dont j'ai tout de même envie de parler ici, et je m'adresse un tout petit peu à la salle, c'est le pluralisme. Ce mouvement qui veut libérer la parole veut que la parole marche droit. Alors, la tribune que j'ai signée était tout à fait critiquable, on pouvait tout à fait démonter nos arguments, mais, si vous voulez, le flot d'injures, de contre-vérités, de propos manipulés, d'interprétations malveillantes a été sidérant, et en fait, il y a eu très peu de débats. Demain, il devait y avoir, organisé par le journal Émile, qui est le journal des anciens de Sciences Po, dans un amphi à Sciences Po, pas celui-là, il devait y avoir un débat sur les réseaux sociaux. Et dans la présentation de ce débat, la rédactrice en chef d'Émile, Anne-Sophie Beauvais, avait écrit qu'effectivement, il y avait dans le mouvement Balance ton porc des choses qui inquiétaient et qu'on pouvait l'interpréter comme des appels à la délation. Eh bien, ce débat n'aura pas lieu parce que des associations féministes ont commencé à brailler, à faire du foin sur les réseaux sociaux, à demander des exclusions. Elles ont demandé à Laurence Rossignol de se retirer. Et une fois que Laurence Rossignol s'était retirée, elles ont dit « Ah, bah, c'est des gens qui pensent tous pareil ». Eh bien, si vous voulez, dans tout ce mouvement, si vous voulez, cette détestation de la divergence, d'abord, elle me paraît très grave en soi, et en plus, mais ça, ce sera dans une deuxième partie, j'espère, de notre débat, il y a quelque chose, pour moi, derrière, qui est en réalité une détestation de la différence sexuelle. Et avant de vous passer la parole, je précise que je suis contre le viol, contre les agressions sexuelles, contre le chantage, etc. Non, mais... Je veux dire, voilà, je le précise. Cependant, j'ai été quand même très choquée dès le début, là je vous laisse répondre tout de suite, quand vous avez encouragé un mouvement, si vous voulez, qui se donnait lui-même comme étendard un hashtag qui était balance dans un pays, si vous voulez, on a quand même une histoire de la délation et où on est supposé dénoncer la délation et ton porc. Voilà. Et ça se finit avec les hyènes dans le métro, campagne de publicité, si vous voulez, vous dites que vous n'êtes pas pour la guerre des sexes, mais voilà où nous en sommes. Peut-être y reviendront nous. Voilà. Ça commence très fort. Je ne sais pas quel micro fonctionne, tous, aucun, celui-là. D'abord, bonsoir Elisabeth Lévy, et merci d'être venue discuter avec moi à Sciences Po. Et je pense que ça nous prouve ce soir que Sciences Po, c'est aussi un lieu de débat. Je crois que ça doit l'être et qu'on peut être en désaccord, voilà, et qu'on peut se taquiner, se moquer, s'invectiver, etc. Et que ça fait partie du débat public. Et je voudrais remercier d'abord Elisabeth Lévy pour ça, parce que au-delà des désaccords, je trouve que vous arrivez toujours à rester courtoise dans le débat, et ça n'est pas si fréquent. Ensuite, sur le fond, effectivement, je crois qu'il y a un désaccord de fond entre vous et moi, mais ça ne nous empêche pas de parler, Dieu merci.
Moi, je crois... c'est l'idée qu'exprime Elisabeth Lévy d'une guerre des sexes, par exemple. Voilà, exactement. On ne voit pas la même chose dans ce mouvement. Moi, je crois d'abord que ce n'est pas un mouvement de libération de la parole, que c'est un mouvement de libération de l'écoute. Parce que mon sentiment, c'est que les femmes, ça fait des générations qu'elles alertent sur l'ampleur des phénomènes des violences sexistes et sexuelles. Moi, je me souviens de mon arrière-grand-mère qui nous parlait de viols dont elle avait été témoin quand elle était jeune fille, de ma grand-mère, de ma mère, etc. Donc les femmes, elles parlent depuis longtemps. Moi, ça fait des années que j'avais écrit un livre sur la culture du viol dont on parlait tout à l'heure. Donc ce qui change avec MeToo, Balance ton porc en France, ce n'est pas que les femmes parlent, parce qu'elles ont toujours parlé, mais c'est qu'enfin, la société les écoute et accorde du crédit à leurs paroles. C'est ça la différence. Et l'idée, c'est de faire cesser ce qu'une majorité de femmes subit de la part d'une minorité d'hommes. Ce n'est pas une majorité de femmes. Une majorité de femmes. Vous ne pouvez pas affirmer cela. Bien sûr que si, on peut l'affirmer. Évidemment non. Évidemment non. Je veux dire, je ne peux pas entendre que dans mon pays, si vous voulez, que jusqu'à 2016, si vous voulez, les femmes étaient heureuses de vivre en France, et puis tout d'un coup, on découvre qu'une majorité des femmes subit des violences. Mais non, Elisabeth Lévy, je viens de vous dire, d'abord, c'est pas dans votre pays, c'est mondial, et je viens de vous dire justement que c'est pas depuis 2016. Mondial, pardon. MeToo, c'est un mouvement mondial qui a eu effectivement ce mouvement de libération de la parole ou de l'écoute, selon ce qu'on choisit, dans tous les pays. Ça part des États-Unis, mais vous savez qu'il y a des violences sexuelles dans d'autres pays. En Inde, au Sénégal, il y a des pays dans lesquels les filles savent que quand elles vont à l'école, sur le trajet de l'école, de façon certaine, elles vont être violées, agressées sexuellement, etc. Vous avez besoin de chiffres pour me croire, et je vous comprends, vous n'avez aucune raison de me croire sur parole. Donc vous parlez de la France, là. Je vous parlais tout simplement moi, je vais de vous donner des chiffres de la France. Je vous donne plusieurs chiffres. Un sondage IFOP, Fondation Jean Jaurès, qui a été fait là, il y a 2-3 mois, donc extrêmement récent. Et je vais vous parler d'un sujet particulier, c'est celui de la peur que ressentent les femmes. IFOP, Fondation Jean Jaurès, 8 jeunes femmes sur 10, 8 femmes de moins de 25 ans sur 10 déclarent qu'elles ont peur quand elles sortent dans la rue toutes seules le soir, en France. 8 sur 10, donc c'est une écrasante majorité. Et vous me direz, c'est de la peur, c'est du ressenti. Oui, c'est de l'insécurité ressentie, si on veut prendre ce vocabulaire, mais la peur, c'est déjà quelque chose. La peur, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir avoir mal au ventre, développer des maladies psychosomatiques. La peur, c'est ce qui fait que quand vous allez passer un examen, que quand vous allez travailler sur votre trajet, vous avez peur pour votre intégrité physique. Mais vous pathologisez toutes les situations de la vie, en fait. C'est absolument pas l'idée, Elisabeth Lévy, c'est l'inverse. L'idée, c'est de dire qu'on parle du plafond de verre. On parle de la manière dont les femmes peuvent aller conquérir l'égalité salariale. Comment vous voulez aller conquérir l'égalité salariale si sur votre trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous avez dû avoir peur, raser les murs, regarder vos pieds, vous faire discrète, regarder derrière vous. Et bien quand vous arrivez au travail, vous êtes dans cette posture. Vous n'êtes pas dans la posture de la conquérante qui a cet espace public et qui va aller mordicus négocier son salaire et son augmentation. Elisabeth Lévy, vous n'êtes déjà pas d'accord sur le constat, si j'ai bien compris, sur les chiffres? Non, si vous voulez, d'abord, excusez-moi de dire que dans un monde, si vous voulez, où le statut de la victime est devenu extrêmement viable, il suffit de tendre le micro à n'importe quelle catégorie, si vous voulez, de Français. Non, pardon, mais je ne peux pas vous laisser dire que le statut de la victime est enviable. Les 90 000 femmes qui sont violées chaque année en France n'ont pas du tout envie d'avoir ce statut de victime. Vous ne pouvez pas me laisser le dire, mais vous allez quand même me laisser le dire. Très bien. Je suis ravie de constater qu'à Sciences Po, tout le monde a une grande âme et contre le viol. Mais je vais quand même le dire néanmoins. Et il y a un certain nombre de livres que vous pourriez éventuellement lire. Ça va vous inspirer sur la question. Il est clair, et vous le savez parfaitement, que depuis 20 ou 30 ans, si vous voulez, quand je dis le statut de la victime est enviable, c'est que effectivement, il y a une sacralisation, si vous voulez, il y a une concurrence des victimes et que quand vous me dites, si vous voulez, et là j'en viens à ma deuxième critique de ce mouvement, c'est son anti-juridisme. Alors, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai entendu parler du renversement de la preuve. J'ai entendu parler par le défenseur des droits, Jacques Toubon, de renversement de la preuve. J'entends surtout dire, et je l'entends encore une fois, que quand on dit que la parole d'une femme n'est pas sacrée, qu'elles peuvent même mentir, on se fait en général, si vous voulez... Non, c'est très important. On se fait en général, sinon insulter, disons huer. Moi, je crois, si vous voulez, que depuis le début, si vous voulez, il y a une sorte de justice des réseaux sociaux qui se fiche éperdument de la véritable justice. Vous parlez de tribunal médiatique. Mais évidemment. Écoutez, je connais un jeune homme, d'accord, qui a été poissé dans des papiers dans l'affaire de l'UNEF. Il y a 0 plainte contre lui. Il y a 0 plainte contre lui.
À mon avis, c'est un dragueur. Je ne vais pas le balancer ici. À mon avis, c'est un dragueur. Lui dit qu'il n'a rien fait d'autre. Si vous voulez, il n'a plus de boulot. Plus personne ne lui parle. Il a 25 balais et sa vie s'est arrêtée parce que c'est un dragueur. Mais j'ajouterais que dans ce mouvement, on me dit, il y a la réduction, si vous voulez, en quelque sorte, du désir et de la sexualité dans quelque chose de transparent. Et on me dit, quand une femme dit non, c'est non. Eh bien, je vous pose une question, Marlène Schiappa, vous n'avez jamais dit non en pensant oui? Ouh, on est prude à Sciences Po, dites-moi. Alors, plusieurs choses. Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, au risque de vous apparaître vraiment comme d'un autre temps, et lisez des vieux livres qui datent peut-être du 18e ou du 19e siècle, ils sont pleins de femmes qui disent non et qui pensent oui. On va laisser répondre Marlène Schiappa sur ce sujet. Non mais je répondais à la salle, pardon. Plusieurs choses. D'abord, de quoi on parle? Je vais répondre sur tous les points, hein, pas d'inquiétude. Mais d'abord, je voudrais reprendre effectivement le début de cette tribune que vous aviez co-signée sur le droit à être importuné des femmes. Moi, je voudrais rappeler, parce que vous parlez du XVIIIe siècle, je voudrais rappeler ce que c'est que le harcèlement de rue. Souvent, on nous dit, oui, mais moi, j'aime être séduite, j'aime qu'on me fasse un compliment dans la rue, etc. Il ne s'agit pas de ça. Le harcèlement de rue, c'est pas une scène des enfants du paradis en noir et blanc avec Arletty qui se promène et un monsieur qui enlève son chapeau haute forme et qui lui dit Paris est bien trop petit pour un si grand amour. Ça se passe pas comme ça. Ce sont des femmes qui sont intimidées, menacées, suivies, et c'est la dernière frontière avant l'agression. C'est ça, le harcèlement de rue. Il ne s'agit pas de séduction. Ce qui caractérise la séduction, c'est que vous êtes dans quelque chose justement de consenti, dans un jeu, dans une discussion, etc. Quand quelqu'un vous suit jusqu'en bas de votre immeuble en vous disant 4 fois « T'es bonne, salope, je te baisse par derrière », non, c'est pas de la séduction, c'est pour montrer à Elisabeth Lévy ce que c'est, je vous prie de m'excuser. Ça n'a rien à voir avec de la séduction. Et moi, je ne connais aucune grande histoire d'amour au monde qui ait commencé par un « salope, qu'est-ce que t'es bonne, retourne-toi ». Non, jamais personne ne s'est marié après avoir rencontré ça. Ça, c'est la première chose. Je vais juste terminer pour répondre à la longue prise de parole d'Elisabeth Lévy de tout à l'heure. Sur les femmes qui accusent alors que c'est faux. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui accusent alors que c'est faux. Je veux dire, c'est la base de l'humanité. Il n'y a pas d'un côté des gens qui auraient la vérité révélée et de l'autre des gens qui mentiraient ou qui seraient toujours coupables. On n'aurait pas besoin de justice, on ne serait pas dans un état de droit. Simplement, il faut ramener à la proportion à ce qu'elle est, c'est-à-dire 3 à 4%, d'après les institutions judiciaires, 3 à 4% des accusations de violences sexuelles sont fausses. Donc il y en a, oui. Est-ce qu'elles sont la majorité? Non, elles sont l'écrasante minorité. Donc, donc celles qui sont portées contre des membres de votre gouvernement ont très peu de chances d'être fausses alors. Mais non, je ne sais pas, c'est à la justice de le dire, Elisabeth Lévy. Et justement, pour répondre sur ce sujet, vous parliez de l'UNEF. Personne ici ne peut dire qu'il m'a entendu me prononcer sur les accusations portées sur les responsables de l'UNEF. Je vous parle d'un mouvement. Pourquoi? Oui, mais moi, c'est moi qui suis là pour répondre. Je ne suis pas porte-parole des organisations féministes, Elisabeth Lévy, et vous le savez très bien. Puisque vous savez très bien que j'ai dit dans votre magazine, je cite « J'adore les hommes » et que j'ai été brocardée comme une traître à la cause pour avoir dit cela. Donc vous savez très bien que je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit. Je parle pour moi-même et c'est déjà beaucoup. En ce qui concerne l'UNEF, je ne me suis donc jamais prononcée, justement parce que depuis le début de MeToo, j'ai dit que je soutenais le fait que enfin les femmes puissent parler. Et j'ai toujours dit également que Twitter n'était pas un tribunal. C'était le titre de ma toute première interview au Parisien sur ce sujet. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable au renversement de la preuve ou au renversement de la culpabilité ou à la présomption de culpabilité. Pas du tout. Je pense que ce qui caractérise une grande démocratie, c'est son état de droit et c'est le fait que la justice se rende devant les tribunaux. Donc ça, c'est quelque chose que je partage, mais je pense que personne ou une extrême minorité n'a demandé que la justice se rende désormais sur Twitter ou par vote à main levée ou par guillotine sur la place publique. Personne n'a demandé non plus qu'on enlève Kevin Spacey d'un film. Et pour terminer là-dessus... Qu'est-ce que vous répondez à Elisabeth Lévy quand elle dit non, c'est non, mais en fait ça peut être oui? Pour terminer là-dessus, faire réagir la salle. Voilà, justement, moi je pense que le grand enjeu de ce qu'on est en train de vivre là, de ce moment dont j'espère qu'il est historique, on le saura par la suite s'il est historique ou pas, mais j'espère qu'il marquera un changement des rapports entre les femmes et les hommes, non pas pour que les hommes demandent des autorisations écrites avant de prendre l'ascenseur avec des femmes ou telle ou telle chose que j'ai entendue qui n'existe nulle part dans le monde. Au demeurant, la ministre suédoise, ça la fait bien rire quand on dit qu'en Suède il faut des autorisations écrites. Elle m'a envoyé des textos pour dire « so French », etc. Mais
textoté avec la ministre suédoise. C'est une des informations. C'est mon homologue, tout à fait. Mais je pense que le grand enjeu, c'est que les femmes ne soient plus des sujets passifs de désir ou de non-désir des hommes, mais qu'elles puissent être aussi des sujets désirants et qu'elles puissent exprimer aussi leur propre désir et pas seulement être perçues comme des objets de désir. Et Elisabeth Lévy lève les yeux au ciel. Non mais là, je suis sidérée qu'on puisse me dire que jusqu'à 2015, donc en somme, les femmes étaient des sujets passifs, rien ne s'est passé avant, Marlène Schiappa n'était pas ministre. Non mais enfin, c'est ça que je voudrais pointer, c'est qu'il y a, je crois, si vous voulez, en France, il y a quelques milliers de vols. Personne ne dit que la France ne respecte pas la propriété privée. Il y a 140 femmes et 40 hommes tués par leurs conjoints, si vous voulez, ou par leurs compagnons, ce qui est statistiquement, ce sont 180 tragédies, mais statistiquement, c'est tout à fait négligeable, Marlène Schiappa. Et on nous dit, si vous voulez, que en gros, la France serait un pays où toutes les femmes se font tabasser. Et non, c'est pas du tout ce qu'on attendez, excusez-moi, les publicitaires qui travaillent pour la RATP, qu'est-ce que font des publicitaires? Ils prennent l'air du temps, d'accord? Et ils l'ont très bien fait. Et comment dépeignent-ils la vie des femmes dans le métro? Alors, effectivement, je n'ai plus 25 ans, mais quand j'en avais 25, je prenais déjà le métro. Je veux dire, il y a effectivement des dragueurs, mais je n'ai jamais senti que nous décritons. On voit une femme seule, et autour d'elle, il n'y a même pas des petits animaux. Déjà, l'animalisation est désagréable, mais il n'y a même pas des araignées ou des trucs qui ne peuvent pas tuer. Non, il y a des animaux qui tuent. C'est-à-dire que quand nous prenons le métro, nous avons le choix entre des alligators, des lions ou des hyènes. Excusez-moi, moi je connais plein d'hommes qui, maintenant, qui sont effectivement, qui sont ce qu'on appelle des dragueurs, qui maintenant ne font rien avant d'avoir... Si vous voulez, c'est très romantique, maintenant quelque chose de très explicite. Et deuxièmement, je trouve ça, si vous voulez, que parce qu'il y a des déviances, parce qu'il y a des criminels, parce qu'il y a des gens qui transgressent la norme, qu'on m'explique que la norme des hommes de ce pays, c'est de ne pas savoir tenir leurs désirs. Eh bien, je ne le crois pas. Et effectivement, je le ferai encore, parce que l'image qui est donnée des hommes est épouvantable et fausse. Marlène Schiappa, vous souhaitez répondre? Oui, d'abord juste que c'est absolument pas ce que j'ai dit, puisque j'ai dit que c'était une majorité... Moi, je ne crois pas que ce soit dans l'air du temps. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une majorité de femmes victimes d'une minorité d'hommes. Donc je pense que l'idée, ça n'est pas du tout de stigmatiser les hommes en tant que tels. Pour revenir à cette campagne dont vous parlez, qui est une campagne de la région Île-de-France contre le harcèlement dans les transports, le constat de base, c'est celui dont je vous faisais part tout à l'heure. Et encore, je vous ai épargné l'étude qui avait été faite par Pascal Boitard avant moi, précédente secrétaire d'État aux droits des femmes, parce que je sais que vous allez hurler Elisabeth Lévy, mais cette étude de ressenti, faite sur environ 2000 femmes, disait que 100% des répondantes disaient qu'elles s'étaient déjà senties en insécurité dans le métro. Donc je vous l'ai épargné parce que je sais que 100% vous allez me contester la viabilité scientifique de cette étude, que pourtant je n'ai pas commandée. Mais entre ce 100% d'un côté et les 8 jeunes femmes sur 10 de l'autre, il y a un sujet. Maintenant, moi j'aimerais juste vous interroger, Elisabeth Lévy, sur un sujet, parce que vous avez justement fait cette tribune aujourd'hui, que je n'ai pas encore lue, mais dont je peux imaginer le contenu connaissant vos positions par ailleurs, sur ce que vous appelez, je crois, le séparatisme islamiste. Alors ni dans un cas ni dans l'autre, d'ailleurs, je l'ai écrit. Hein. Je le dis, c'est pas moi qui ai. C'est pas oui, moi mais qui vous l'avez rédigé. Je les ai signés. A priori, je ne veux pas m'arroger le travail des autres, tout simplement. C'est pas du tout ce que je compte faire. Ah oui, je le signe. Mais... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que notamment le harcèlement de rue, il existe aussi dans ce que Gérard Collomb appelle les quartiers de reconquête républicaine. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles qui, dans certains quartiers en France, n'osent pas sortir habillées comme elles le souhaitent ou ne sont pas libres de sortir comme elles le souhaitent? Parce que vous me parliez du métro tout à l'heure, le métro station Ranelagh, c'est pas le métro qu'à d'autres stations. Mais ça, c'est incroyable, parce que cette phrase-là, si vous voulez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous dit tout le temps, ou de toute cette campagne « Balance ton porc », si vous voulez, on nous a expliqué, très explicitement d'ailleurs, que ça se passait tout autant dans le 16e et que c'était très raciste de penser qu'il y avait des... Ça se passe partout, ça se passe aussi dans le 16e. Oui, mais je pense qu'il y a des endroits dans lesquels ça se passe aussi. Avant de vous répondre, je voudrais juste vous citer, j'ai lu une sociologue, je crois, britannique, qui s'appelle Joanna Williams, dans le Figaro. Elle parlait de l'affaire de Telford. Telford, ce sont, pendant 40 ans, des centaines et des centaines de gamins violés par un réseau dont personne n'a parlé parce qu'il s'agissait de Pakistanais. La police, les services sociaux, 40 ans. Si vous voulez. Et la fille, donc cette sociologue, dit, eh bien, l'Angleterre aujourd'hui, alors que cette affaire ressort, si vous voulez, que c'est un énorme scandale, même la presse française est très gênée, et
cette fille dit on passe des heures et des pages entières à se demander si telle main de tel ministre a touché tel genou ou telle cuisse ou tel ceci, cela de tel journaliste, si vous voulez, et on n'a plus d'indignation. Et justement, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il y a dans certains quartiers ou dans certaines zones, si vous voulez, des endroits où l'égalité n'est pas la norme. Il y a une concurrence de normes anthropologiques. Ça demande effectivement une bataille culturelle. Mais justement, ce que je pense, c'est que globalement, dans nos sociétés, l'égalité est la norme. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleinement réalisée, ça ne veut pas dire qu'il y a... Mais enfin, écoutez, moi, j'ai grandi dans un monde où il était déjà très mal vu, y compris dans cette école, y compris, si vous voulez, il était déjà très mal vu de faire des distinctions non fondées entre les hommes et les femmes. Donc cette idée, si vous voulez, qu'avec tous ces chiffres très anxiogènes, si vous voulez, qu'on nous balance toute la journée, 2 hommes sur 3, une femme sur 3 violée, hein, Caroline Dehaas, je crois que c'est ce qu'elle disait, en gros. Donc, si vous voulez, je pense qu'on donne une idée fausse et qu'on confond la marginalité, la délinquance avec la norme sociale, je crois, et anthropologique, n'est pas du tout défavorable aux femmes qui ont même un certain pouvoir. Alors, est-ce que vous voulez répondre, sinon on va passer à un autre sujet Je veux bien répondre très rapidement juste sur la dernière partie. Vous dites que l'égalité est la norme. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a des chiffres qui ne sont pas faits par des dangereuses associations radicales féministes, mais qui sont faits par l'INED, qui est un institut indépendant. Je vous donne 3 chiffres simplement pour vous montrer que l'égalité, ça n'est pas la norme et que la vie des femmes et la vie des hommes n'est pas la même en moyenne en France. 72%, c'est la part des tâches ménagères et domestiques qui sont faites par les femmes et pas par les hommes. 98%, c'est la part des congés parentaux qui sont pris par les mères et pas par les pères, 98%. Oui. Et 9 à 27%, c'est l'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes en France. La vie des femmes et des hommes, elle n'est pas la même et vous ne pouvez pas dire que l'égalité est la norme. L'égalité, c'est un idéal qu'on essaye d'atteindre. Actuellement, il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir... Vraiment, je vous remercie pour ça, parce que là, on a un gros désaccord sur l'égalité et la différence. Et je vais prendre un de vos chiffres. Je vais prendre un de vos chiffres, qui est 98% des mères prennent les congés parentaux. Alors, et je voulais d'ailleurs vous le dire à propos de quelque chose que vous avez dit pendant le débat. Vous avez l'air de penser que toutes ces différences sont des constructions sociales qui sont liées au patriarcat, à la domination masculine, à la méchanceté des hommes. Alors, je vous invite à lire des travaux très intéressants de Peggy Sastre, qui, elle, a rédigé la Tribune des 100. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est une darwinienne convaincue. Et je trouve qu'elle est très convaincante quand on ne peut tout de même pas nier, si vous voulez, qu'il y a une différence dirimante et majeure, si vous voulez, entre les hommes et les femmes, et qui tient à la reproduction, à leur place dans la reproduction. Et Peggy Sastre fait d'ailleurs dériver beaucoup de choses, peut-être trop, du fait de l'évolution et du fait que dans l'évolution, si vous voulez, pour que les petits hommes qui ne peuvent pas survivre seuls et les soins dont ils ont besoin, il y a eu cette différenciation des rôles. Mais il me semble qu'il se passe la même chose pour le désir. On essaye de nous faire croire, et c'est ça que je n'aime pas dans ce nouveau féminisme, c'est qu'il est indifférencialiste. On essaye de nous faire croire en fait que le désir des hommes et des femmes fonctionne exactement de la même façon. Or, il me semble que l'expérience sensible dit autre chose et que ça n'est pas lié à la domination, c'est lié, je vais prononcer un gros mot, c'est lié peut-être aussi à des différences biologiques qui ont été ensuite évidemment validées par la culture, non ? Est-ce que vraiment ça vous choque que 98% des femmes, plutôt que les hommes, prennent des congés parentaux ? Ce qui me choque, Elisabeth Lévy, c'est qu'il y a une forme de non-choix, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur ce sujet. Mais vous savez que je ne suis absolument pas, et au demeurant, l'immense majorité des féministes n'est pas pour l'indifférenciation des sexes. Moi, j'ai créé il y a 11 ans Maman Travail, qui justement visait à faire mieux concilier la vie professionnelle et la maternité aux femmes. Donc je ne suis pas du tout sur l'indifférenciation, mais je pense qu'au demeurant, c'est faux de penser que les féministes, aujourd'hui, sont pour l'indifférenciation. La majorité veulent simplement vivre leur vie de femme en étant protégées d'un certain nombre d'agressions et en pouvant vivre en prétendant au même salaire qu'un homme qui fait le même travail. Mais pour vous répondre sur les 98%, je ne crois pas que ce soit lié à la méchanceté des hommes. Et au demeurant, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient aussi pouvoir renverser le stéréotype qui les assigne à être le mâle dominant, puissant, pourvoyeur d'argent et s'occuper de leurs enfants. C'est pas parce que vous allaitez pas que vous êtes un mâle dominant. Bien sûr, mais il y en a beaucoup aussi qui aimeraient pouvoir prendre ces congés parentaux. Et je pense que c'est aussi pour les hommes que de les accompagner. On parlait de la Suède tout à l'heure, la répartition est bien différente
différente des congés parentaux entre les mères et les pères en Suède. Quand j'ai demandé à la ministre suédoise comment vous avez fait, elle m'a dit « It took generations ». Ça nous a pris des générations pour faire en sorte que ce soit normal pour les hommes de s'occuper des enfants. En Suède, pour un homme, quand on veut faire avancer sa carrière, on prend un congé paternité parce qu'on montre qu'on a un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle et ça fait avancer votre carrière. Mais ça peut ne pas vous plaire, mais c'est il y a un petit côté rééducation dans tout ça, si vous voulez, je veux juste répondre sur ce que vous disiez sur la maternité. Non, je voudrais répondre justement, je voudrais répondre là-dessus. Est-ce que je peux répondre là-dessus? Parce que j'ai... Sur les tâches ménagères, je peux vous répondre. Elisabeth Lévy, s'il vous plaît, vous me parlez de Peggy Sastre. Je peux répondre là-dessus. Vous me parlez de Peggy Sastre, que je connais très bien, parce que je l'ai connue à la Musardine, où on écrit toutes les deux des livres qu'on a évoqués tout à l'heure. Et en ce qui concerne la construction, moi je vous oppose à Peggy Sastre Elisabeth Badinter, qui n'est pas non plus une dangereuse radicale, mais qui a écrit Émilie ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle, et qui montre extrêmement bien à quel point, et c'est sa citation, le fait pour les femmes d'avoir repris en charge l'éducation de leurs enfants au XVIIIe siècle, c'était motivé par leur volonté de puissance, par leur volonté d'exister dans la société, et c'est pour ça que les femmes ont souhaité reprendre en main à ce moment-là l'éducation de leurs enfants. Donc si 98% des femmes s'arrêtent et se mettent à gagner 375 € bruts par mois pour s'occuper de leurs enfants, c'est pas juste par vocation, c'est pas juste par instinct maternel, c'est aussi à cause de cette construction sociale. J'ai pas dit, moi je suis pour... vous répondez sur ce sujet, et puis après on va pas tarder à conclure pour laisser la parole à la salle. Effectivement, on n'est plus dans les cavernes, on n'est plus dans un environnement, si vous voulez, qui justifie un certain nombre de différences, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on nie qu'il y ait des différences. C'est ça qu'il y a derrière. C'est ça que je vois derrière. Et je crois quand même, ça me semble, ça va introduire votre prochain sujet. Il me semble, si vous voulez, qu'il y a une criminalisation du désir des hommes. Et il y a une espèce de continuum qui est créé entre le regard, même la blague un peu salace, même, si vous voulez, la drague un peu lourdingue, et l'agression, le viol, le chantage. Pas de hiérarchie, voilà. Dit et je pense que, si vous voulez, votre loi, puisque quand même, ça vous pouvez peut-être me répondre, si vous voulez, moi j'ai très peur de cette affaire d'outrage sexiste, parce que je pense qu'effectivement les vrais prédateurs vont s'adapter, qu'ils sauront se débrouiller quand ils veulent agresser une fille pour la coincer dans un endroit où il n'y aura pas de témoins, où ils ne vont pas en subir les conséquences, et que ça va tomber sur les dragueurs, en fait. Et que c'est les dragueurs qui vont raser les murs. Et moi, finalement, je trouve qu'ils sont une composante de l'humanité que j'aime bien. Il y avait dit pas de distinction, finalement, entre drague, harcèlement de rue, agression sexuelle. Non, je ne suis pas d'accord, puisque justement tout à l'heure, et c'est pour ça qu'en clin d'œil je vous demandais ce que vous pensiez de l'amende à 1 500 €, justement moi je pense qu'il faut une hiérarchie, c'est pour ça qu'on veut mettre une amende à 200 €, une amende de classe 4, et pas une condamnation qui soit extrême, pour condamner le harcèlement de rue pour ce qu'il est, quelque chose de grave, mais qui n'est pas non plus une agression sexuelle. Donc je pense qu'il ne faut effectivement pas tout confondre, mais je crois que personne ne dit cela. Et puis pour répondre très concrètement sur l'application de la loi et le fait de distinguer les dragueurs et les harceleurs, moi je fais confiance en la police, en cette institution de notre pays, dans les forces de l'ordre qui seront formées pour repérer le harcèlement de rue. Et moi je crois que les policiers, quand ils voient un homme qui est en train de mettre en danger une jeune fille en la suivant dans la rue, eh bien je crois qu'ils sont tout à fait en capacité d'agir et de mettre fin à cela. Vous savez ce que disait mon ami Muret, mon ami Philippe Muret, que chez un certain nombre de féministes, et je ne parle pas de vous, Marlène Schiappa, l'envie du pénal a remplacé l'envie du pénis. Eh bien, cette demande permanente de loi, si vous voulez, m'inquiète. Non mais c'est vrai, cette demande de punition, on est 50 ans après 68, cette demande de punition, de sanctions, de loi, alors que nous sommes quand même dans un pays où on vit, excusez-moi, très agréablement malgré tout, si vous voulez, je veux dire, où beaucoup de femmes vivent très agréablement, m'inquiète, voilà. Très simplement dire que c'est pas une question de... On n'a pas envie, de la même manière qu'on n'envie pas le statut de victime, on n'a pas envie de faire des lois. Moi, vous savez, si je pouvais arrêter d'entendre des femmes qui viennent témoigner plusieurs dizaines de fois par jour pour me raconter les viols et les agressions sexuelles qu'elles ont subies et passer à des sujets un petit peu plus enthousiasmants, réjouissants, rigolos, je voudrais bien le faire, mais je crois que tant qu'il y aura 90 000 viols par an, je vais continuer à faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On va laisser la parole à la salle désormais. Merci beaucoup. Très bien.